Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La vie en Vosges, cette semaine consacrée aux animaux qu'on aperçoit rarement. On en parle avec deux photographes et naturalistes passionnés. L'un s'est pris de passion pour le blaireau. Cet animal à l'allure d'ourson ne l'a jamais quitté. Il a d'ailleurs créé une association il y a quelques années pour le faire connaître. Yann Lebessel est naturaliste, vidéaste, photographe. Enfin, il a plusieurs cordes à son arc. Un passionné de la nature sauvage. Tout comme notre deuxième invité, écrivain, photographe, il est également l'organisateur du festival de photos naturalistes Nature Image à Tignécourt. Fabrice Caez, lui, s'intéresse davantage aux renards, aux chats sauvages ou encore à la martre. Qu'est-ce qui les passionne pour cet univers? Comment apportent-ils leur contribution pour faire connaître toutes ces espèces en les préservant? Élément de réponse tout de suite. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. On va commencer sur une question peut-être un peu large. Les Vosges, est-ce que c'est un terrain de jeu idéal, surprenant pour des passionnés comme vous, Yann? Forcément, oui. Il y a une diversité de milieux dans les Vosges qui sont vraiment intéressantes. Et c'est sûr qu'en termes de faune sauvage, c'est assez intéressant. Vous partagez ce point de vue, Fabrice? Oui, tout à fait, même si on doit faire la différence entre les deux parties des Vosges, la partie plus montagneuse, avec des espèces encore emblématiques, et ce qu'on appelle communément la plaine des Vosges, avec d'autres animaux, hélas, dont certains sont en voie de disparition en raison d'une forte modification des milieux dans lesquels ils évoluent. On en parlera en deuxième partie d'émission, de la quiétude et de la disparition de ces animaux. Quel est l'animal qui vous a donné envie de vous orienter vers ce milieu? Comment vous êtes arrivé en tout cas dans ce milieu, Fabrice? C'est une longue histoire, alors je vais l'abréger. C'est une rencontre avec un ornithologue passionné au début des années 80 qui a su me donner le virus de l'observation des oiseaux, puis de la photographie. Et ensuite, ça a été la volonté de ma part de militer en faveur d'un maudit, entre guillemets, d'un nuisible, toujours entre guillemets, bien entendu, je ne partage pas ce point de vue, qui est le renard. Mais mon entrée dans le monde de la photographie naturaliste fut à travers mon travail sur le renard. Donc le renard, le premier animal finalement auquel vous vous êtes intéressé. Il y en a eu bien d'autres, tout à l'heure on parlera juste après de la martre ou encore du chat sauvage. Vous, l'animal peut-être, alors est-ce que ça a tout de suite été le blaireau? Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Ça a été avant tout le blaireau, un petit peu par hasard. C'est-à-dire que moi ça fait une vingtaine d'années que je m'y intéresse. Enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser à la faune sauvage, Internet existait mais n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et la première réflexe qu'on avait, c'était d'aller voir ce qu'il y avait dans les livres. Des livres sur les mammifères, il n'y en a pas 50 000. Et il y en a un en particulier, notamment les ouvrages de Robert Hénard, qui était un célèbre naturaliste suisse, qui est naturaliste, qui est artiste aussi, philosophe. Et dans ses livres, il décrit le blaireau, il y a des illustrations, et cette espèce qui a une tête un peu particulière, blanche rayée de noir, ça intrigue forcément. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir l'observer. Et après les premières observations, ça a vraiment, je me suis vraiment pris d'affection pour le blaireau. Après, bon, je me suis aussi intéressé à d'autres espèces, notamment au castor, au renard aussi, mais sous des aspects plus de protection. Mais le blaireau reste l'animal, mon petit animal totem. Alors, il y a beaucoup de travail parce que finalement, des photographes animaliers, il y en a beaucoup, ou en tout cas beaucoup qui se prétendent photographes animaliers. En faire son métier, c'est encore autre chose. C'est une démarche totalement différente parce que qui dit photographe professionnel dit rentabilité et on ne peut peut-être pas se permettre de travailler de la même façon quand on est professionnel que quand on est amateur où c'est la passion qui domine l'activité. Alors vivre comme professionnel de la photo ou de l'image en général en ce moment, il y en a très peu qui le font très bien. Il y a un photographe et vidéaste vosgien qui est ultra connu au niveau mondial, mais c'est une toute petite minorité de photographes qui arrivent à se professionnaliser dans ce domaine. Ceci dit, l'activité de photographes comme des vidéastes explose depuis plusieurs années en raison de la démocratisation du matériel, de la facilité avec laquelle on peut utiliser le matériel. C'est depuis l'apparition du numérique et également en raison des très nombreux festivals qui mettent à l'honneur les images de photographie naturaliste, créant ainsi des vocations qui dormaient jusque-là. Oui, c'est ça. Les festivals donnent aussi envie peut-être à des personnes de se lancer, d'acquérir un appareil photo et puis d'aller... il y avait Montier-en-Der il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est quand même Montier-en-Der qui a été le déclic, au sens propre comme au sens figuré, de la passion de très nombreux photographes.
faut réussir à se différencier peut-être alors dans tout ce, dans tout ce milieu. Est-ce qu'on jette toujours un œil à ce qui se passe à côté? Ce que font les collègues photographes? Comment se Je ne sais pas positionnent? s'il faut essayer de se différencier, il faut faire ce qu'on a envie de faire avant tout. Beaucoup de photographes et de vidéastes animaliers sont des amateurs. Moi, le premier, je fais ça en grande partie, bon, une petite partie en professionnel, mais une grande partie en amateur. Et donc, je pense qu'il faut surtout faire ce qu'on a envie de faire avant de vouloir soit copier, soit faire différent. Il faut faire ce qu'on a, voilà, Ce qu'on a envie de faire, voilà, ce c'est qui ça. nous intéresse. Le plaisir avant tout. Oui, je partage tout à fait le point de vue de Yann, même si à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, il y a une espèce d'émulation et de concurrence, parfois malsaine, je dirais même souvent malsaine, et qui incite chacun à faire mieux que son copain ou que son camarade. Et moi, en ce qui me concerne, je fuis relativement ce type de milieu. Je me concentre sur ma façon de pratiquer, sur mes deux passions qui sont la photographie et l'écriture. Et j'essaye pas de me différencier de ce que font les autres, si ce n'est positivement, on va dire, à travers une griffe, si je puis me permettre l'expression, avec des animaux carnivores que j'affectionne de photographier, que je veux être la mienne depuis maintenant plus de 30 ans. Est-ce que c'est difficile de photographier un animal? Alors j'ai un élément de réponse, je pense, mais on revient parfois à bredouille, frustré. Comment ça se Ça passe? dépend des espèces. Le blaireau a cette particularité d'être assez facile à observer. Et alors après, à photographier, à filmer, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un animal qui est assez facile par rapport à d'autres espèces. Voilà, faire des photos de martre est quand même nettement plus complexe et plus difficile que le blaireau. Le blaireau a la particularité en gros, de passer la journée dans son terrier. Il va en sortir en soirée, donc il suffit de se poster à proximité d'un terrier pour réussir à observer les blaireaux. Alors, bon, il y a encore une certaine difficulté, mais par rapport à une martre qui est beaucoup plus, qui bouge beaucoup plus, c'est plus facile. Alors c'est difficile, oui et non, tout dépend des espèces, tout dépend de la persévérance du photographe, de sa patience. Quand on veut arriver à ses fins, on y arrive toujours. C'est une question de volonté, de présence sur le terrain, de ténacité. Si on n'a pas la patience, je crois qu'il faut mieux choisir une autre activité. Ce qui est difficile, c'est pas forcément de photographier des espèces, c'est de réaliser de belles photos des mêmes espèces. Et là, c'est plus compliqué parce que ça implique d'autres paramètres, comme la recherche de la lumière, du cadrage, vous savez ce que c'est en termes de télévision. Et là, c'est une autre démarche. Et de capter des moments, et puis un esprit, j'imagine. pourquoi ne pas le dire, restons modestes sans l'être. Une patte artistique, une vision de l'animal que tout le monde n'a peut-être pas, quoi. Bien sûr. Alors, on a parlé de la martre là plusieurs fois. Je vous propose qu'on vous écoute en parler. C'était un reportage en avril 2019 à Tignécourt justement. On regarde le reportage. Il est signé Jean-François Verrier et Denis Lequien. La nature dans tous ses états, prise sur le vif par des passionnés de photos, professionnels pour beaucoup d'entre eux, le petit village de Tignécourt dans le sud-ouest vosgien, de nouveau tout au long du week-end, vécu alors de Nature Image, une 13e édition de ces rencontres photographiques toujours aussi foisonnantes, où l'infiniment petit peut côtoyer l'infiniment grand, où la photo des éléments de l'autre bout du monde fait face à celle prise dans nos jardins ou nos forêts. L'organisateur Fabrice Caez piste ainsi depuis 5 ans un petit mustélidé bien de chez nous, la martre, qu'il a surpris dans son objectif dans le secteur de Darney. Ah, c'est un animal passionnant. Oui, la première fois que je l'ai rencontré, c'est il y a 25 ans, à un carrefour forestier. Et depuis, j'avais cette idée en tête de faire un travail photographique sur elle. Mais c'est un animal forestier, mystérieux, qu'on voit peu. Et donc, j'ai toujours hésité à me lancer dans cette aventure parce que c'était passé beaucoup de temps pour peu de résultats. Et pourtant, un jour, je me suis décidé. Et j'ai mis quand même 5 ans à arriver à produire cette exposition. Il faut savoir que sur 180 à 200 sorties en une année, je la vois qu'une quinzaine, une vingtaine de fois au maximum. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces mœurs? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous avez découvert? C'est exceptionnel, c'est sa faculté à se déplacer dans les arbres. C'est un animal arboricole qui peut se déplacer avec une agilité incroyable, aussi agile qu'un écureuil. Alors une exposition qui a accompagné la sortie d'un ouvrage que vous avez avec vous d'ailleurs. Ah oui, mon ouvrage Belle des Bois, c'est un clin d'œil naturellement. J'aime jamais dire les choses, je préfère les suggérer. Belle parce qu'elle est belle tout simplement et surtout parce qu'elle fait la belle très souvent en se dressant sur ses pattes arrière quand elle est curieuse ou inquiète. Et c'est la particularité de cet animal qui se déplace souvent au ras du sol mais également beaucoup dans les arbres
comme je l'avais dit dans le reportage, un animal qui me passionne toujours, qui m'a beaucoup passionné. C'est sans doute celui qui m'a nécessité le plus d'heures de présence sur le terrain. Les statistiques sont là, environ 8 à 10% de réussite par rapport au nombre de sorties sur 5 ans. Et c'est ce qui fait la passion de cet animal. Quand j'ai sorti ce livre, je ne savais pas si ça allait marcher commercialement, parce que c'est un animal quand même qui est peu connu, qui a une connotation parfois péjorative, parce qu'elle ressemble à une fouine, et qui dit fouine dit certaines formes de prédation autour des maisons. Et pourtant, j'ai le plaisir, au bout de 3 années maintenant, de constater que ce livre est en passe d'être épuisé, puisque je vais vendre dans les 2 mois qui viennent les tout derniers exemplaires. Voilà. Alors, on vous entend parler d'un nombre d'heures important, de nombre de sorties important. Et justement, ça rejoint ce qu'on disait juste avant le reportage, où on parlait de ténacité, de patience. Clairement, là, on est en plein dedans avec la martre. En plein dedans, comme pour la réussite, de toute façon, dans beaucoup d'activités, si on veut réussir, il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle venu. Et là, en matière de photographie naturaliste, c'est encore plus le cas que dans d'autres domaines, parce que beaucoup de personnes ne supportent pas la solitude, le calme. Le calme fait peur, le calme forestier, même s'il n'est pas toujours présent. Et surtout, l'espoir qui se dilue au fil du temps qu'on passe. Et quand on est à l'affût depuis 5 heures du matin et qu'à 10 heures, on n'a toujours rien vu, que l'estomac commence un petit peu à creuser et qu'on sait qu'il faut insister, parce que bien souvent, c'est juste avant de repartir qu'on va voir l'animal. Comme Yann, le soir, des fois, c'est à la tombée de la nuit, il n'a rien vu pendant 2 heures ou 3 heures, et le blaireau, il pointe son museau alors qu'on est quasiment en pleine nuit. Mais on est récompensé. Yann, vous avez aussi un ouvrage, vous. Alors, il est juste devant vous, Le Blaireau, bien évidemment. Le Blaireau est sauvage. Donc, le même nom que... Le même nom que l'association. En fait, c'était un peu exprès pour rappeler l'association, à la fois faire connaître l'association et l'animal en lui-même. Donc en fait, c'est un petit livre qui a été édité en fin de l'année dernière pour accompagner l'expo qui a aussi le même nom et qui a pour but de mieux faire connaître le blaireau au grand public. Donc à l'intérieur, des photos bien évidemment, des photos et des petits textes. En fait, c'est un petit peu... Moi, j'essaye toujours de faire des petits textes informatifs sur ce que je fais, parce qu'en fait, le blaireau, c'est bien les photos, parce qu'on sait à quoi du coup ressemble un blaireau. Mais les mœurs du blaireau sont assez intéressantes. Et du coup, voilà, c'est aussi faire connaître un petit peu la vie du blaireau à travers ce petit livre. Et l'avantage du blaireau, c'est qu'on peut travailler en noir et blanc. Voilà, oui, c'est vrai. Alors, pour finir sur les ouvrages, vous avez le dernier avec vous également, Fabrice, les 12 heures de l'aube. Je vais y arriver. Oui, alors effectivement, vous avez le droit de vous tromper, parce que j'ai volontairement cultivé l'ambiguïté en choisissant ce titre qui peut se lire les 12 heures ou les 12 heures de l'aube. C'est le moment de la journée que je préfère, le moment privilégié, le seul moment qui nous reste à nous, naturalistes, au cours duquel on peut bénéficier du calme. Parce que maintenant, la vie, dans ce qui nous reste de nature, est énormément imprégnée par les activités humaines, et de plus en plus, même parfois de nuit, puisque vous avez des engins forestiers qui travaillent maintenant quasiment en pleine nuit. Et les douceurs de l'aube, c'est vraiment les plus beaux moments de la journée. Et c'est dans ces instants que j'ai voulu inviter les lecteurs à travers un ouvrage qui est lui aussi assez marginal de par son contenu, mais je pense que j'ai voulu très poétique. Alors, des photos uniquement vosgiennes ? Pas uniquement vosgiennes, non. On part au fil de l'aube et au fil des lieux. On va des Vosges, bien sûr, de mes Vosges de cœur, disons-le, jusqu'en Finlande, en passant par les rivages de la Loire ou les gorges du Tarn en Lozère, où j'ai photographié les vautours et d'autres espèces des marais de Vendée ou d'ailleurs. Donc on fait un bon petit tour avec un petit tour de l'aube. Plusieurs animaux. Alors Yann, donc vous c'est le blaireau, on l'a bien compris. Est-ce qu'on arrive à créer une relation de confiance avec un animal quand... Franchement, les mammifères sont extrêmement craintifs. Et donc en fait, même en allant de manière très régulière sur les mêmes terriers, observer les mêmes blaireaux, la moindre odeur un peu suspecte va les faire rentrer dans leur terrier. Et donc en fait, la plupart du temps, ils ignorent totalement notre présence, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Le but n'est pas non plus de créer de lien. Le but, c'est d'observer en étant le plus discret possible et le plus absent, on va dire, possible. Voilà, de surtout pas interagir dans leur vie de mammifères. Bien sûr, et c'est le cas avec tous les animaux. Jamais certains essaient de se rapprocher. Alors, justement,
Allez-y, Ouais, Fabrice. peu importe. Je crois qu'en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, on cherche à éviter ce lien. Et je crois qu'il faut aussi inviter les, les personnes qui veulent observer des animaux à domestiquer ces animaux. J'ai beaucoup d'anecdotes où on nous parle de renards qui viennent manger autour des maisons, ou de martres, ou d'écureuils et autres. C'est louable au départ de vouloir aider les animaux à passer l'hiver, en particulier en hiver, comme pour les mammifères. Rien n'est plus facile que d'attirer un renard à côté de chez soi. Ceci dit, l'expression consacrée, c'est l'imprégnation. On imprègne l'animal de la présence humaine. L'animal sauvage devient de moins en moins et il court ainsi plusieurs risques dans la nature. Il y en a qui acceptent cette imprégnation, il y en a d'autres qui la fuient. Le blaireau est un bon exemple, même s'il peut de plus en plus se rapprocher des maisons. Je crois qu'il faut laisser chacun à sa place. Le sauvage dans le monde sauvage et l'homme à sa place. L'homme est bien trop présent, bien trop présent. Laissons un peu de sauvagerie à l'animal. Et même dans l'aspect photographique, c'est vrai que sur le blaireau, ça pourrait être facile de l'amener à tel endroit en lui mettant de la nourriture à disposition. Ça, bien sûr, en l'attirant quelque part. Moi, je m'y refuse catégoriquement. Il y va, il y va pas. Après, je fais beaucoup de vidéos aussi, et donc c'est vrai que sur la vidéo, ça se voit. En photo, ça se voit pas trop quand les animaux sont appâtés avec des aliments. En vidéo, ça se voit tout de suite, donc il faut surtout pas le faire. Mais même sans ça, il faut mieux attendre que l'animal, même s'il faut attendre plusieurs soirées, même dizaines de soirées avant que l'animal aille là où on espère qu'il aille, plutôt que de l'appâter. On laisse le naturel. Voilà, il faut vraiment que le naturel soit le plus principal. Alors on va parler justement dans un instant de préservation et de quiétude. Mais avant, je vous propose une petite pause puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, deux petites questions à choix multiples toujours. Alors, deux lynx sont nés dans les Vosges en 2020. Mais depuis combien d'années cela n'était pas arrivé dans les Vosges? Alors, deux lynx sont nés dans les Vosges en 2020. Depuis combien d'années cela n'était pas arrivé? 300 ans, 30 ans ou 3 ans? Alors, Fabrice, je vous écoute. Je suis du signe zodiacal de la balance, donc je reste au milieu. On va dire 30 ans. Oui, dans une trentaine d'années. 30 ans. Alors donc c'est grâce à la réintroduction d'un lynx femelle en Allemagne l'année précédente, donc en 2019, que sont nés en France dans les Vosges ces deux lynx. Ce n'était pas arrivé depuis plus de 300 ans. La naissance dans les Vosges. C'est en tout cas l'information que nous avons eue. Vous n'êtes pas d'accord, Fabrice? Non, je ne remets pas en cause. Non, parce qu'il y a eu des réintroductions de lynx dans les Vosges. Les réintroductions, mais les naissances. Et après, il y a eu de la naissance, puisque la population a augmenté avant de rediminuer. Apparemment, ils étaient partis. Alors, je ne sais pas. Bon, on va vérifier. Alors, on va vérifier cette information. Alors, ça dépend si vous parlez du département des Vosges ou du massif des Vosges, parce que le massif des Vosges, est vaste. C'est vrai, vous avez raison. Du nord jusqu'au territoire. Bon, à vérifier alors. À vérifier. On n'est pas sûr de notre réponse aujourd'hui, à vérifier. Deuxième question, alors est-ce que là on va être plus sûr? Le grand tétras est un animal emblématique dans les Vosges, mais jusqu'à combien peut peser le mâle? Alors, 7,5 kg, 2,5 kg ou 5 kg? Le mâle, le grand tétras, jusqu'à combien peut-il peser? 7,5 kg, ça me paraît beaucoup. 2,5 kg, ça me paraît peu. Oui, parce que moi, je dirais... On va dire 3,5 kg. Il n'y a pas. Je dirais jusqu'à 5 kg, c'est un gros dindon sans être... méchant pour lui. Allez, 5 kilos. Et bien en effet, le mâle, donc appelé coq, peut peser de 2,5 à 5 kilos, avec une longueur totale du corps de 80 cm à 1,10 m. Et la femelle, elle est appelée poule et elle pèse de 1,5 à 2,5 kilos, en effet. Alors la réintroduction justement, on parle du grand tétras, on va pouvoir en parler. L'État évoque, et le groupe Grand Tétras Vosges évoque une cinquantaine de grands tétras qui pourraient être réintroduits. Qu'en pensez-vous? Alors vous m'apprenez quelque chose et c'est tant mieux. Je fais confiance à mes amis du groupe Tétras Vosges pour mener les actions nécessaires en faveur de la préservation de cet animal et surtout de sa survie. Vu de loin comme ça, puisque vous m'apprenez une information, je regrette qu'il faille en arriver à une introduction, c'est même pas une réintroduction, c'est une réintroduction dans le massif vosgien, alors et ça fait quand même plus de 30 ans que le GTV, le groupe Tétras Vosges, se bat pour empêcher la disparition de cet oiseau emblématique du massif. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu prendre les mesures nécessaires en amont pour éviter la surfréquentation de certains lieux, la quiétude de beaucoup de lieux où se reproduit et où vit cet oiseau en hiver. Ceci dit,
les animateurs du groupe Tétra Vosges ont toute notre confiance, je pense, pour mener à bien ces actions en partenariat avec l'État. Si l'État se mobilise pour le Grand Tétra dans les Vosges, dont acte, continuons. Mais qu'il se mobilise aussi pour la préservation de l'ours dans les Pyrénées. C'est essentiel. On ne peut pas réintroduire une espèce uniquement comme ça parce qu'il n'y en a plus. Il faut que le milieu soit favorable. Et si les causes de la disparition du Grand Tétra ne sont pas résolues, ça va pas marcher. C'est un cercle vicieux. C'est un petit peu comme pareil pour le lynx. Le lynx avait été réintroduit, les populations ont augmenté et puis ont rediminué et on sait très bien que c'est à cause du braconnage. Donc aujourd'hui, des fois, on parle même aussi de réintroduire le lynx dans les Vosges, mais si on ne résout pas ce problème de braconnage, ça ne servira à rien de réintroduire le lynx aussi. Clairement, c'est le manque de quiétude. Voilà. Il faut que les milieux soient favorables pour réintroduire des espèces. Alors pourtant, donc on parle de cette quiétude qui est absente. Pourtant, on voit fleurir des initiatives. Très récemment, le parc du Ballon des Vosges a encore rappelé, mis une signalétique en place pour rappeler ces règles. Est-ce que c'est pas suffisant selon vous ? Mais toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Bien sûr. Toutes les initiatives sont louables. Ceci dit, c'est les comportements individuels qui sont difficiles à contrôler. Maintenant, on est dans une période de surconsommation de la nature, encore accentuée par le confinement depuis 2 ans, où il y a un retour à la nature qui est de plus en plus prégnant dans n'importe quel milieu. Et là, si vous voulez, quand vous voyez la fréquentation du hors-piste en particulier, que ce soit dans les Vosges ou ailleurs, les skieurs qui vont traverser des zones où se reposent les tétras, mettant en péril leurs réserves énergétiques, là, si vous voulez, comment voulez-vous contrôler des comportements individuels ? On le voit dans d'autres domaines, d'ailleurs, pas seulement dans les domaines de la fréquentation de la nature. Ce sont les excès qui mènent à ça. Et les Vosges sont un petit massif. Et très facilement accessible. Et très facilement accessible. Trop facilement accessible. Et c'est vrai que moi, souvent, je regrette ça par rapport aux Alpes, où les sommets dans les Alpes se méritent quand même. Il faut y aller. Puis c'est plusieurs heures de marche aujourd'hui, sur les Vosges. Il suffit sur la route des crêtes, on s'arrête, on est tout de suite sur les crêtes. Mais pour autant, les Vosges ou ailleurs, la fréquentation touristique fait du mal à cette préservation de ces animaux, de cette nature. Économiquement, les Vosges ont besoin de cette fréquentation touristique. D'un point de vue naturaliste, les Vosges mériteraient une préservation dans d'autres secteurs, une stricte préservation. Et ça, c'est une décision politique avec 2 versants dans les Vosges, pas seulement le côté département des Vosges, mais également le versant alsacien, qui est concerné également par la préservation du tétra ou du lynx. Et là, il faut mettre tout le monde d'accord. Et surtout, il faut que les pratiquants de nature acceptent d'être privés de certaines libertés individuelles. C'est un message qu'on entend beaucoup trop en ce moment dans d'autres domaines. Mais après, c'est vrai que c'est quand même bien qu'il y ait une pédagogie parce que beaucoup de monde ignore totalement. C'est ça, il y a aussi l'ignorance de certains. Quand on se promène, on ne sait absolument pas qu'il y a des espèces autour de soi. Et la plupart des gens ignorent totalement que le simple fait de passer en forêt peut déranger des espèces. Donc il y a aussi un travail de pédagogie à faire et la signalétique peut en faire partie. Et c'est une bonne chose. Bon, on est encore loin, le débat est vaste, on pourrait en parler des heures. Mais pour finir, peut-être Fabrice, quelques mots sur Tignécourt pour clore l'émission. Quand nous donnez-vous rendez-vous et quel sera le programme, si on peut déjà en avoir quelques informations? Alors je et surtout nous vous donnons rendez-vous parce que Tignécourt est une organisation collective. Je suis le président d'une formidable équipe de bénévoles et qui organise un festival dans un tout petit village de la Plaine des Vosges, près de Montureux-sur-Saône, 100 habitants, festival atypique où tous les accès sont gratuits, toutes les animations, les expos sont gratuites, avec les meilleurs exposants, photographes du moment. Prochain rendez-vous est fixé les 2 et 3 avril prochains. Et nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, dans ce charmant petit village de la Plaine vosgienne, au cœur de la ruralité forestière. Est-ce qu'on a déjà une idée un petit peu des photographes qui pourraient être là, des expositions qui pourraient Oui, avoir on a une programmation de 25 photographes, certains très jeunes. On a un tout jeune photographe qui nous vient de Vagney, 12 ans. Ah oui, très jeune. Louane. Et puis, on a des pointures confirmées de la photographie animalière, comme Frédéric Larrey, qui est notre invité d'honneur, qui présentera son travail, lui aussi, sur la panthère des neiges. Ça fait 3 ans qu'il est invité à Tignécourt. Ce n'est pas l'actualité qui nous a fait l'inviter. Et Éric Médard, Teddy Bracard, et une patte féminine avec Carole Reboul, son fabuleux travail sur la nuit.
Encore un beau festival en perspective. Alors. Oui, j'espère. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Notre émission est terminée. Elle est à revoir sur notre site internet pendant plusieurs semaines. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous dis à très bientôt.